À ce sujet-là, vous dites que dans la Déclaration d'indépendance américaine de 1787, on ne retrouve aucune fois le mot démocrate ou démocratie. En fait, le mot démocratie, il est à peu près jamais utilisé ou très, très rarement utilisé au moment de la Révolution française ou de la guerre d'indépendance aux États-Unis. Et quand il est utilisé, c'est presque toujours pour étiqueter un adversaire et le délégitimer. Donc, on ne se revendique pas démocrate, mais on accuse l'autre d'être démocrate. Démocrate était en soi un mot dénigrant. Le démocrate, c'était par définition un jeune de 20-22 ans, un peu idéaliste, qui n'avait pas encore de responsabilité dans la vie et qui voulait trop de liberté, qui aimait un peu l'aventure et qui n'était pas très sérieux politiquement. Et il y a des citations dans le livre où justement des politiciens comme John Adams et d'autres disent « c'est normal d'être démocrate à 20 ans, mais franchement à 40 ans, c'est pas sérieux ». Et les démocrates, donc, c'est ceux qui sont considérés comme voulant des transformations trop radicales au niveau politique et surtout aussi, très important, au niveau économique. Ce qu'on a oublié un peu aujourd'hui, c'est que au 18e siècle, le démocrate, c'est celui qui est du côté des pauvres. Et c'est celui qui est du côté contre les riches et c'est celui qui veut, en fait, un système économique égalitaire. Et les élites républicaines, elles sont contre l'égalité économique. Elles sont d'ailleurs généralement membres de l'élite financière. Et donc, elles se sentent menacées par la démocratie, en fait. Et donc, elles fondent un régime antidémocratique. Donc, vous avez dit tout à l'heure que c'est faux de dire que la démocratie prend une pause pendant plus d'un millier d'années jusqu'aux deux révolutions françaises et américaines, parce qu'il ne recrée pas exactement le même régime qu'il y avait dans la Grèce antique. Exact. Mais aussi, on lit dans votre livre qu'il y a une forme de démocratie qui persiste justement au Moyen Âge, et donc ça, dans les villages ou dans les cités, ou dans les communes. Exact. Il n'y a rien de comparable entre à Athènes s'assembler à 4, 5, 6 000 personnes pendant une journée pour prendre des décisions directement et dans le cas du Canada, regarder la période des questions le soir à la télévision, c'est pas du tout le même rôle politique et donc c'est deux systèmes complètement différents. Mais ce qu'on oublie, ce qu'on ne sait pas généralement, ce que moi je ne savais pas du tout en fait avant de commencer cette recherche, c'est que par exemple au Moyen Âge en Europe, il y a une vie démocratique absolument extraordinaire. Le Moyen Âge, en fait, c'est des milliers de petits villages qui fonctionnent comment? Qui fonctionnent en fait de façon autogestionnaire par assemblée d'habitants. Donc la communauté d'habitants de tel village est une entité juridique. Elle a en partage des terres communales, un bois, peut-être le moulin, un puits, des terres, des étangs, etc. Et elle gère ce patrimoine commun. Comment? Dans des assemblées. Il peut y avoir 10, 15 assemblées dans l'année. Et ces villages, en fait, ont à peu près aucun contact avec le roi. Le roi, au Moyen-Âge, ne sert pas à grand-chose. Il fait des fêtes, il fait la guerre, il fait la chasse, et surtout, il veut des taxes et des impôts. Mais il connaît à peu près pas sa population, il offre aucun service. Il n'y a pas d'éducation populaire, il n'y a pas de ministère de la Culture, pas de ministère des Sports, pas de ministère des Transports. Et donc, il ne fait à peu près rien. C'est vraiment les communautés qui se gèrent. Et donc, ça, c'est une histoire de la démocratie médiévale qui est complètement oubliée. Pour vous, dans le fond, la modernité est une époque qui est moins démocratique que celle d'avant. Oui, la modernité est antidémocratique. Et elle détruit la démocratie, en fait, où elle s'installe à travers, entre autres, le colonialisme et l'impérialisme. Elle la détruit. Quand même, c'est une thèse qui est assez radicale, que vous devez défendre depuis que vous avez terminé votre doctorat. Quand vous dites que la modernité est une période antidémocratique, ça a dû soulever énormément d'opposition parmi les très nombreux spécialistes de l'histoire des démocraties. Mais je suis pas le seul à, je suis pas le seul à le dire. C'est ce qui est à l'origine, en fait, de mon travail par rapport à l'histoire du mot démocratie, c'est que je suis tombé sur des textes du 18e siècle de fondateurs, ce qu'on appelle les fondateurs de la démocratie moderne aux États-Unis et en France, et leurs propos, explicitement, quand ils utilisent le mot démocratie, ils sont contre la démocratie. Et donc, j'ai vraiment eu une interrogation, c'était pour moi mystérieux. Je me disais, comment comprendre que des régimes qu'on associe, nous, aux plus grandes démocraties occidentales, comment comprendre qu'ils ont été fondés par des antidémocrates qui étaient explicitement antidémocrates? C'était ça que je cherchais. Je voulais savoir quand le mot change de sens, devient un terme positif et qu'il ne décrit plus des assemblées populaires, mais il décrit un régime parlementaire électoral. Et c'était ça ma recherche et ma façon de trouver la réponse, ça a été d'aller dans les textes de l'époque. Et donc, au fur et à mesure que je lis les textes de l'époque, on trouve des réponses, en fait, parce qu'on voit bien, et les acteurs à l'époque même, ils sont conscients qu'ils changent le sens des mots pour des raisons politiques. La démocratie, donc, c'est associé aux pauvres. Les pauvres, pour eux, sont un problème à plusieurs niveaux en termes politiques. Les pauvres seraient irrationnels. À la limite, ils sont capables de gérer leur quotidien, mais justement, ils sont trop pris dans la gestion de leur quotidien. Et puis, ils ne seraient que passion, ils ne seraient qu'émotion.
il serait animé seulement par ses passions les plus basses, et donc on ne peut pas lui faire confiance non plus. Et puis, il serait facilement manipulable par les démagogues. Il se laisse, justement, parce qu'il n'est qu'émotion, il se laisse facilement influencer. Et puis, en fait, finalement, il vient dans les assemblées pour défendre son intérêt individuel, catégoriel, particulière, et non pour penser au bien commun. Et l'élite, elle, a la prétention, c'est plutôt arrogant, de dire qu'elle est rationnelle, elle comprend le bien commun, et qu'elle est en fait la mieux placée pour prendre les bonnes décisions pour tout le monde.